Bienvenue dans cette émission et merci pour votre fidélité à Africa 24 TV. Vous êtes dans le magazine du football de votre chaîne avec nos invités que j'aurai le plaisir de vous présenter dans quelques secondes. Tout d'abord, les titres de ce magazine. Nous évoquerons les conséquences du coronavirus sur le sport et le foot en particulier. Quelle est l'actualité sur notre continent pendant cette épidémie? Nous allons tout vous dire dans cette émission. Deuxième grand titre. Ça chauffe en Côte d'Ivoire pour les prochaines élections à la FIF, la Fédération ivoirienne de football. Didier Drogba est-il l'homme providentiel, l'homme qu'il faut, football ivoirien, éclairage dans cette émission aussi. Et puis en troisième titre, le calendrier de la CAN, proposition de la CAF, le CHAN, la reprise des différents championnats en Europe. Et en fin d'édition, nous parlons de confrère qui a disparu, il est mort d'une crise cardiaque et puis nous ferons aussi un clin d'œil à la boxe avec le grand livre de Jean-Philippe Lustig. Nos invités, tout d'abord, sur ma gauche, Lassana Camara, qui a remplacé Saïd Hafizi car il s'est fait une rupture du talon d'Achille. Lassana, bonjour. Est-ce que le foot vous a manqué un peu? Le football a manqué, on avait envie de découvrir des plateaux, découvrir la chaleur du football, ça nous a manqué carrément. Et Valérie Ebé est avec nous également, ancien pro, il est originaire du Gabon, il a monté sa grosse structure pour le football, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et puis, bonjour également aux téléspectateurs. Et on est content, on est heureux de retrouver le plateau Africa Football Club et puis forcément aussi l'actualité footballistique et tout ce qu'on aime dans le monde du football. À la une tout de suite après ce jingle. Et Lassana, je commence par vous de nouveau. Quelle actualité qui vous a marqué pendant cette épidémie ou cette pandémie du coronavirus? Ce qui m'a plus marqué, ce qui m'a plus éclairé, c'est la mort de Pape Diouf. On a un grand Africain, notre pape à nous, a tiré sa révérence. Ce mec-là, ce grand homme-là, a tiré les sportifs africains, le mouvement sportif africain, ceux qui aiment le sport, le football africain vers le haut. C'est un journaliste comme nous, mais il a franchi un palier, il est devenu agent de joueur. Il est devenu le premier noir à être président de club dans un grand club en France. Pape Diouf, c'était le prophète à nous tous, le prophète de notre football. C'était un gars qui parlait bien français. C'est un gars honnête, c'est un gars qui a tout simplement montré la voie à la nouvelle génération. Nous devrons tous être des Pape Diouf. Valérie, qu'est-ce que vous a marqué, vous, pendant cette pandémie? Bien, deux choses. La première, pour emboîter le pas à Lassana, c'est la disparition de Manu Dibango, qui a traversé beaucoup d'époques, beaucoup de générations. Et puis là, passionné de sport aussi. De sport aussi également, et puis qui lui aussi a tiré sa révérence. Et on n'a même pas pu, à cause du coronavirus, lui rendre les hommages, comme à Pape Diouf d'ailleurs, puisqu'il y avait beaucoup de restrictions. Et puis évidemment, on ne peut pas passer sur ce fait-là qui a choqué et qui continue de choquer le monde. C'est la mort de Floyd, l'Américain noir, afro-américain, dans des conditions atroces. Et on espère simplement que cette période du coronavirus devra remettre l'humanité au centre de nos préoccupations, parce qu'on se rend compte que la vie, sur ce qu'on a vécu en tout cas pendant les 4 mois, ne tient pas à grand-chose. Merci Valérie. Et le coronavirus justement a eu un énorme impact dans le football sur notre continent. C'est le cas dans la République démocratique du Congo. Le championnat de football ne reprendra pas justement dans ce pays. Et nous allons retrouver un sujet de Nathalie Mo sur la question. Homologuant les conclusions de la Ligue nationale de football, la Fédération congolaise de football association FECOFA a mis un terme à la saison sportive 2019-2020 en République démocratique du Congo ce 12 mai. La compétition qui a été interrompue le 16 mars pour cause de pandémie de Covid-19 s'arrête donc alors que les phases retour démarraient à peine. Et aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de dire qu'on va continuer de jouer le championnat pendant qu'il y a une crise qui arrive. Il faut prendre des mesures. Les joueurs seront testés. Je pense que le championnat congolais fera, à mon sens, selon les informations que j'ai, partie des championnats qui vont reprendre avant plusieurs championnats en Afrique, parce que de ce côté-là également, il faut dire qu'il y a une organisation qui est faite derrière au niveau de la fédération.
Si l'arrêt définitif des activités fait l'unanimité en RDC, l'issue de la saison crée des tensions. La FECOFA a acté une fin de saison sans promu ni relégué, tandis que certains clubs, à l'instar du tout-puissant Mazembe, souhaitent qu'un palmarès soit annoncé. Il est hors de question que ce championnat soit déclaré blanc parce que nous n'avons disputé plus de 60% des matchs. L'essentiel est que le championnat se clôture normalement et qu'il y ait un classement. Et si classement il y a, tout le monde devra être d'accord pour voir le tout-puissant Mazembe en tête. Comme la RDC, le Congo, Maurice, 7 autres pays africains ont mis un terme définitif à leur championnat de football. Par contre, la majorité des fédérations temporisent leur décision alors qu'une recommandation de la Confédération africaine de football a appelé à une décision rapide quant à la suite des compétitions de football sur le continent. Valérie, la RDC a été avec un peu trop de précipitation ou a eu raison? Bien, mais je pense que la Fédération congolaise de football, en fonction évidemment de l'évolution de l'épidémie au Congo et certainement des mesures gouvernementales, a dû prendre des décisions très rapidement. Bon, maintenant, je crois que ce qui est important, c'est de regarder avec tous les acteurs, de tomber d'accord sur le classement qui peut être aujourd'hui fait, qui devrait faire l'unanimité, même si c'est compliqué de faire l'unanimité dans ce genre de situation. Mais ils n'ont pas le choix, hein. La décision elle a déjà été prise, elle est actée. Maintenant, comme on le dit généralement, il faut mettre le ballon au centre, à terre, et de récupérer ou du moins de sauver ce qui peut être sauvé en faisant un classement qui devrait normalement correspondre à la réalité de ce qu'a été le championnat, du moins des matchs qui ont été joués jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés. J'espère que les Congolais vont mettre beaucoup d'eau dans leur vin pour pouvoir trouver la solution. Et justement, nous allons voir le classement avant de retrouver la Sana et vous verrez que c'est le TP Mazembe qui a viré en tête avec 53 points devant l'AS Vita Club, 48 points. Maniema Union, 46 points, 4e Motema Pembe, 5e Renaissance, et puis descente dans la division inférieure, Sangabalande, Bukavu, Dawa et Nyuki. Vous, Lassana Camara, que pensez-vous de la décision de la Fédération de la République démocratique du Congo à ce sujet? Je pense que comme la France, ils ont pris la décision à la hâte. Il fallait attendre un peu parce que la CAF les a juste demandé de donner un programme par rapport à la reprise du championnat ou l'arrêt du championnat. Beaucoup de pays ont remis ça au clan de guerre jusqu'à nouvel ordre, comme la Mauritanie, comme le Maroc, comme beaucoup de pays. Je pense qu'il fallait attendre au moins jusqu'au mois de juillet pour prendre une décision définitive. Là, ça ferait des frustrés. Le TP Mazembe doit jouer les demi-finales de la Ligue des Champions, donc ils vont rester sans compétition, donc ça va pénaliser cette équipe congolaise. Non, le TP Mazembe est déjà éliminé, donc il n'y a pas d'équipe club congolais en phase finale de la Ligue des Champions ou de la Coupe de la CAF, mais ça pénalise le football congolais. Merci Alassane. Et puis quelques infos à propos de cette épidémie. L'Égypte a repris ce samedi 20 juin les entraînements collectifs. Et puis en Algérie, la majorité des joueurs du RC Belouizdad a accepté de baisser leur salaire au moins de 50%. Et puis le docteur Mohamed Benkat Berkani, membre de la commission de veille et de suivi de l'évolution de l'épidémie, s'est prononcé contre la reprise des championnats de foot du côté de l'Algérie. Et puis au cours d'une rencontre à son siège, la Fédération ougandaise de football a dévoilé les dates de reprise de la nouvelle saison. Ce sera donc à partir du 17 octobre. Autre sujet, il y a aussi l'arrêt momentané de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération, justement. Là, ça en parlait. L'éclairage d'H.C. Dupois et de Nelly Claude Ebessa. Mise à l'arrêt pour cause de pandémie de Covid-19, les éditions 2019-2020 de la Ligue des champions africaine, mais aussi de la Coupe des confédérations qui n'ont toujours pas été clôturées, contrairement à certains championnats locaux, pourraient reprendre. La Confédération africaine de football planche en effet sur des scénarios de reprise. C'est tout à fait une possibilité que les compétitions reprennent en Afrique, tout comme en Europe. On le voit bien, l'Angleterre a suivi le pas de l'Allemagne, l'Espagne avec la Liga va aussi reprendre. Donc il n'y a pas de raison qu'en Afrique, que l'Afrique ne suive pas la même voie et que selon l'évolution de la pandémie, les compétitions sportives reprennent le plus vite possible.
Ayant obtenu les réponses de 39 des 54 fédérations du continent, la Confédération africaine de football a pu dégager 2 pistes de relance de la C1 et la C2. Dans le premier scénario, la Ligue des champions s'achèverait le 28 août et la Coupe des confédérations le 23. Les demi-finales se joueraient donc entre le 31 juillet et le 2 août pour les matchs allés, puis du 7 au 9 août pour les matchs retour. L'autre scénario étudié par la CAF implique une reprise plus tardive en septembre. La finale aurait dans ce cas lieu le 25 septembre. Une chose est sûre, la Confédération semble déterminée à boucler la saison. Et ce serait quand même assez dommageable de devoir annuler ces 2 grandes compétitions du continent africain qui commencent vraiment à avoir un réel impact sur les supporters africains. Ces 2 compétitions génèrent énormément de revenus pour les clubs et pour les fédérations concernées. Ce serait quand même une très bonne chose pour ces compétitions de reprendre, bien entendu en adéquation avec l'évolution de la pandémie. Les demi-finales de la Champions League africaine seront pour rappel 100% maghrébines. Les équipes marocaines du Raja Casablanca et du Wydad Casablanca sont en lice face aux Égyptiens du Zamalek et d'Al-Ahly. En Coupe des Confédérations, le dernier carré comprend le Pyramids FC qui, pour le sacre, est en compétition avec les Guinéens d'Oroya, les Marocains du RS Berkane et du Hassania Agadir. Lassana, la CAF devrait décentraliser, selon vous, sur des terrains ou dans des pays où il y a moins de pandémie? Non, en fait, par rapport au quart de finale, comme c'est des trucs 100% marocains et des clubs égyptiens, donc c'est presque entre 2 pays. Le Maroc, la Fédération marocaine de football va se réunir demain pour prendre une décision de reprise du championnat par rapport à cette éventualité-là. Ça dépend aussi des États par rapport au vol. Non, mais je veux dire, les 2 coupes, est-ce qu'on ne devrait pas les décentraliser pour gagner un peu de temps sur les compétitions? Dans des pays où il y a moins de... Faire en sorte qu'on se retrouve comme l'Europe, on se trouve dans un même pays et le faire. Ça va être compliqué. On ne sait pas quel pays prendre. De toute façon, la finale de la Coupe de la CAF sera jouée au Maroc. La finale de la Ligue des Champions va jouer au Cameroun. Donc, normalement, ça doit se faire à partir du mois de septembre. D'ici là, je pense qu'on peut avoir une idée de cette pandémie qui va un peu disparaître en Afrique. Oui, alors justement, nous apprenons effectivement que les demi-finales auront lieu finalement en septembre. Avant de retrouver justement Valérie, notre information, l'Afrique comptait ce samedi 20 juin 287 385 cas confirmés de coronavirus, le Covid-19, qui a déjà coûté la vie à 708 personnes sur le continent, selon le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies. Les pays les plus touchés par la pandémie seraient donc l'Afrique du Sud, il y a l'Égypte, le Nigeria, le Ghana, l'Algérie, le Cameroun et le Maroc, les pays du Maghreb qui sont très fortement touchés. Oui, bon, déjà, ce qu'il faut relever, c'est qu'on avait prévu, ou bien du moins les gens avaient pressenti beaucoup plus de décès en Afrique, ce qui n'est pas le cas. Donc ça veut dire que on peut le dire sans risque de se tromper que l'épidémie n'a pas été très très mal gérée aussi en Afrique. Et on voit également que Madagascar, de par le médicament qu'il a trouvé, a donné un coup d'accélérateur et de confiance à certains pays pour pouvoir se préserver de la propagation de ce virus. Maintenant, pour revenir à la situation de la Champions League et de la Coupe de la CAF, je pense que l'idée... Nous allons en même temps voir la Ligue des Champions, les tableaux de la Ligue des Champions, allez-y. Tout à fait. Je pense que l'idée de réunir ces 4 équipes dans un pays qui présente des gages de sécurité par rapport à la pandémie n'est pas mauvaise. Déjà, ça fait qu'on va avoir un gain de temps, puisque aujourd'hui, le temps, en fait, c'est le premier ennemi, parce qu'il faut enchaîner sur les saisons à venir, en sachant également que avec l'arrêt, la préparation des joueurs qui devrait normalement comprendre ou s'étaler sur 2 ou 3 semaines, donc le temps qu'ils récupèrent, le temps que on se remette à jouer ces matchs à haute intensité, il faut aussi également préserver la santé, la santé des athlètes. Donc, de dire que comme ça, en août, c'est possible, je crois que oui, quand on prend, justement, on intègre tous ces facteurs-là, c'est possible que ce soit fait. Maintenant, il faut choisir 2 pays qui posent des garanties de stabilité au niveau de la pandémie. Voilà, merci. Nous avons vu des tableaux de la Ligue des Champions
et de la Coupe de la Confédération en ce moment, donc sous vos écrans. Et puis, quelques petites infos, la Fédération marocaine de football, le Botola est aussi dans l'incertitude. Nous allons voir le sigle de cette fédération et la fédération marocaine qui, dans un communiqué, a annoncé la suspension des matchs pro de ligue et de toutes les compétitions en raison du coronavirus. Et puis, je voudrais aussi vous montrer une image. C'est l'action de solidarité faite par l'attaquant sénégalais de Monaco, Keita Baldé, 25 ans, qui a apporté secours à 90 migrants qui n'avaient pas de toit pour dormir. Il s'agit de migrants qui travaillent dans une campagne fruitière en Espagne. Et il a loué un bâtiment inhabité de 3 étages, s'il vous plaît, dans le quartier de Mariola, pour accueillir ces personnes qui dormaient dans les rues. Keita Baldé a également envoyé de l'argent pour la nourriture et il a déclaré que je suis responsable de les aider. Donc, c'est ce qu'il a dit sur les réseaux sociaux. Et puis, je voudrais, avant de terminer cette première partie d'émission, vous dire que l'attaquant camerounais du Dynamo Moscou, Clinton Nyanji, aurait été contrôlé positif au coronavirus. Fin de la première partie de cette émission. On se retrouve tout à l'heure pour la suite et la deuxième partie. Retour de l'AFC, puis nous parlons de la Côte d'Ivoire où ça chauffe avant les élections à la fédération. Est-ce que Didier Drogba est l'homme providentiel? Eh bien, nous le saurons avec nos invités d'ici quelques secondes. Et puis le calendrier de la CAN, nous parlerons aussi de la CAF, nous évoquons aussi le CHAN, puisque le président de la CAF a parlé, M. Ahmad Ahmad. Eh bien, nous saurons exactement ce qu'il prévoit. Et puis en troisième partie d'émission, nous allons aussi faire un clin d'œil à Claude Seprika qui est mort d'une crise cardiaque et nous parlerons également de boxe. Nos invités, Lassana Camara, qui n'est pas ancien boxeur mais ancien footballeur. Et puis Valérie Ebé, Valérie, non, jamais mis des gants. Non, le foot c'est déjà assez difficile comme ça. Le dossier de l'FC. Alors Valérie et Lassana, pourquoi selon vous les Ivoiriens attachent autant d'importance aux élections à la fédération? Déjà parce que le football est un phénomène mondial et que, de par justement cette universalité, tout le monde a un mot à dire lorsqu'il s'agit de football, comme le disait quelqu'un qui était au Cameroun, que lorsqu'il fait une sélection ou une présélection, il y a 25 000 sélectionneurs. Donc il y a beaucoup d'attraits qui viennent de ces éléments-là. Et puis également le fait que le football ivoirien, du moins le football local, n'est plus celui qu'il y avait d'antan. Beaucoup d'équipes aujourd'hui, comme l'Africa, la SEC ou le Stella, ne font plus parler d'elles dans les compétitions africaines. Donc cela veut dire qu'il y a un véritable besoin de régénérer, de remettre des choses en place. Et cette élection-là, justement, a beaucoup plus de piment également, parce qu'il y a une icône du football ivoirien, voire mondial, qui s'est mêlée à la danse. Maintenant, c'est comme dans toute période électorale, tous les coups sont permis. Il y a des coéquipiers ou anciens coéquipiers qui n'ont pas rejoint ses rangs. Il y a des candidats également qui avaient déjà géré la fédération qui sont là. On va voir maintenant ce que le collège électoral va décider par rapport au programme que tous ces candidats leur ont présenté. Et puis il y a une manne financière, tout le monde veut gérer aussi cet argent pour le football dans les pays. Oui, tout le monde veut gérer une fédération, mais ce qui fait que cette élection passionne au-delà de frontières ivoiriennes, c'est l'arrivée de Didier Drogba dans la danse. Didier Drogba qui est ancienne star du football ivoirien qui est candidat, Sori Diabaté qui est candidat, plus Yannick Diallo. Cette année, c'est le vent du changement. Sidi Diallo ne sera pas candidat, donc on sait qu'il y aura un nouveau président au niveau de la fédération. Tous ces candidats, on peut le dire, ce sont des pions, entre guillemets, de Jacques Anouma, qui ont travaillé avec Jacques Anouma dans le passé. Le football ivoirien traverse une crise monumentale parce que l'équipe nationale... On y reviendra en détail, bien sûr, Lassana. Oui. On y reviendra en tout cas. Il n'y a pas de souci. En détail tout à l'heure parce que nous aurons un sujet, justement, qui va nous entraîner vers un dialogue et puis une discussion sur ces prochaines élections. Et avant de parler justement de ces consultations, sachez que
8 millions de dollars. C'est le montant de l'enveloppe débloquée par la Confédération africaine de football, une somme destinée aux 54 pays membres de l'organisation en raison de la mise à l'arrêt provoquée par la pandémie du Covid-19. Si l'effort est salué, la question de la CAN 2021 reste quand même sur toutes les lèvres. Regardez ce sujet d'Ashley Dupois et Ange Bijou, Nomédio. La Confédération africaine de football au chevet des fédérations africaines. Emboîtant le pas à la FIFA, la CAF a annoncé le jeudi 28 mai le décaissement de 10,8 millions de dollars. En raison de la propagation rapide de la Covid-19, les AMS africaines ont suspendu toutes les compétitions nationales, ce qui a accru le poids des charges financières sur leurs épaules. La CAF a donc décidé de modifier les conditions d'éligibilité pour accéder aux subventions annuelles afin que toutes les AMS puissent en bénéficier pendant cette période difficile. Principale résolution de la réunion du comité d'urgence de la CAF, ces fonds devraient aller à chacune des 54 associations membres de l'organisation. Ébranlées par la pandémie de Covid-19, certaines fédérations ont dû mettre l'ensemble de leurs compétitions à l'arrêt, à l'image du Cameroun ou du Burkina Faso. Si le geste a été salué de part et d'autre du continent, une grande inconnue demeure. C'est que, il y a quand même de fortes chances qu'il y ait d'autres soucis pour l'organisation de la CAN, cette CAN en 2021 au Cameroun, parce que si on regarde quand même, il y a beaucoup de paramètres que la CAF elle-même ne maîtrise pas. C'est d'abord le paramètre sanitaire qui est primordial. Ensuite, je regarde même d'abord ensuite la disponibilité des joueurs qui sont restés quand même plusieurs mois sans aucune activité. Est-ce qu'ils pourront voir les jambes? Si je dois mettre une pièce quelque part, moi je mettrai la pièce sur le report. Si pour l'heure la Confédération africaine de football ne s'est toujours pas prononcée sur la Coupe d'Afrique des Nations prévue en début d'année 2021 au Cameroun, afin de soulager les peines des fédérations, la CAF envisagerait à nouveau d'octroyer des subventions aux associations membres en soutien à la reprise pour l'organisation des compétitions nationales. Et messieurs, je vais vous demander d'être assez court sur ce sujet. C'est un bon geste, je n'ai pas fait le calcul, mais 10,8 millions pour 54 pays, c'est un geste non négligeable quand même. Oui, tout à fait. Et comme on dit, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Maintenant, le petit bémol qu'il y a souvent dans ces subventions qui sont données, c'est qu'il n'y a pas des clés de répartition par rapport à toutes les parties du football. Donc, ce qui veut dire que... C'est le ministère qui décide de la fédération? Non, c'est la fédération. Le ministère n'a rien à voir là-dedans, puisque la fédération, elle est membre de la CAF ou de la FIFA. Et donc, lorsqu'elle reçoit cette subvention anticipée ou exceptionnelle, elle en fait ce qu'elle veut. Alors que je pense que le donateur devrait faire une clé de répartition parce qu'il y a les clubs, il y a les joueurs, il y a beaucoup de choses et c'est vrai. Et il y a les joueuses aussi. La SANA, je disais que c'est le ministère qui décide, mais en fait c'était une manière de parler, mais quelquefois c'est le ministère met son nez. Oui, mais c'est la fédération qui décide. Oui, mais parce qu'il ne faut pas d'ingérence. Beaucoup de fédérations ont réparti l'argent pour la fédération, pour le club, pour les joueurs, des entraîneurs. Des fédérations comme la Mauritanie, ils ont réparti les sommes à tout le monde. Tout le monde a eu sa partition. Je pense que la CAF a bien fait de régénérer cette manne financière pour le club, pour le bien du football africain. On sait que beaucoup de clubs africains vivent dans les poches de présidents des clubs. Merci, messieurs. Pré-campagne à la Fédération ivoirienne de football. Le futur président sera connu probablement, pas au mois d'août, mais au mois de septembre. Regardez ce sujet. Et le profil, en quelque sorte, est bien du premier vice-président, Sori Diabaté, qui est partisan, justement, du président en place. Oui, c'est ça. Et on revient juste après pour apporter quelques commentaires. Après avoir été l'homme à tout faire de deux présidents de la FIF, Fédération ivoirienne de football, Sori Diabaté est candidat à la succession de Sidi Diallo, qui a choisi de ne pas briguer un troisième mandat. Sori Diabaté met en avant sa parfaite connaissance de l'organe fédéral dont il est l'homme orchestre depuis 18 ans. C'est un atout pour conduire les destinées de la FIF, selon son directeur de campagne. L'objectif de Sori Diabaté et de son équipe, c'est de mettre tout en œuvre pour développer le capital humain et faire en sorte que dans toutes les catégories de sélection, on ait du talent et qu'on ait aussi autour des sportifs des dirigeants bien formés, des encadreurs bien formés, des arbitres à niveau. Et c'est en combinant toutes ces compétences qu'on va arriver à relever le niveau du football ivoirien.
Selon les partisans de Sori Diabaté, celui-ci va conduire la professionnalisation des clubs avec un cahier de charges et une augmentation de la subvention fédérale et des ressources financières. D'abord, un accompagnement au plan financier, avec des subventions qui seront revalorisées, passant de 75 millions à 100 millions pour la Ligue 1, de 25 millions à 50 millions pour la Ligue 2, de 15 millions à 30 millions pour la D3. Le football féminin est notre parent pauvre, il n'avait que 2,5 millions par club. Nous allons faire un effort supplémentaire pour doubler la subvention qui leur était accordée et passer à 5 millions. En rappel, Sori Diabaté est premier vice-président de la FIF et président de la Ligue professionnelle. Deux autres candidats briguent la présidence de la FIF. Il s'agit d'Idriss Diallo, ancien vice-président de la FIF jusqu'en 2011, et Didier Drogba, ancien capitaine et buteur des éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà, justement, ces élections devaient avoir lieu ou être délocalisées à Yamoussoukro. Donc c'est ce qui était envisagé. Mais finalement, l'Assemblée générale élective est prévue du 22 août au 5 septembre 2020, toujours, je pense, à Abidjan. Alors, je voudrais vous demander, franchement, est-ce que Idriss Diallo n'a pas donné un coup de poignard dans le dos à Didier Drogba en plaçant justement son vice-président pour être Sidi Diallo ou Idriss Diallo? Idriss. Non, Idriss, il est le candidat. Idriss Diallo, c'est le troisième candidat. L'ancien président, c'est Sidi Diallo. Non, mais je veux dire, pardon, excusez-moi, le président en place, est-ce qu'il ne passe pas, il n'est pas en train de placer un de ses hommes alors qu'il est copain avec Didier Drogba? Non, en fait, le football, dans le monde du football africain, dans le monde du football, vous êtes tous ensemble aujourd'hui, demain vous n'êtes pas ensemble. L'avantage de Sidi Diallo, de Sori Diabaté, c'est de connaître cette fédération depuis 18 ans. Il est aux manettes, il était vice-président, il est président de la Ligue, donc il connaît bien... Mais alors, pourquoi son proche, il est très proche de Didier Drogba, il aurait pu automatiquement dire à Didier, tiens, bon, je te facilite ta tâche. Ça ne se passe pas comme ça. Donc Didier Drogba, il sait bien que c'est un compétiteur neuf. Il sait que pour gagner un match, il faut se battre, il faut marquer des buts, il faut aller en campagne, etc. Donc il doit faire ses classes. Ça ne sera pas un match facile parce que même les hommes politiques sont divisés. Il y a des informations qui disent que le couple présidentiel et pour Didier Drogba, mais le ministre de la Défense et pour Sori Diabaté, le ministre de l'Intérieur et pour... Donc il y a cette élection-là, c'est en train de faire la tambouille en Côte d'Ivoire. Sidi Diallo, donc je précise bien, c'est lui le président en place. Oui. Sidi Diallo, pas Idriss Diallo, qui est donc un candidat sérieux. Alors, on a l'impression que Sidi... il n'a pas été très sympa avec Didier. Bon, mais je pense qu'il faut mettre de côté l'émotionnel. Il veut être dans la continuité. Et lui, ne se représentant pas, il met son vice-président qui est là depuis un bon bout de temps et qui, au dire de son directeur de campagne, maîtrise les arcanes de la fédération. Mais je pense également que, quelles que soient les sensibilités qu'il peut avoir, nous devons avoir au niveau de l'Afrique aujourd'hui les bonnes questions que nous devons nous poser. C'est-à-dire que le management d'il y a 10 ans, 5 ans n'est peut-être plus celui-là qui est adapté, qui est approprié à la gestion du football aujourd'hui. Et que quand nous avons, c'est mon avis de toutes les façons, je l'assume, je l'avais déjà dit dans une vidéo que j'ai faite à cette occasion, je pense que lorsqu'il y a une opportunité comme ça, pour l'Afrique, pour la Côte d'Ivoire, d'avoir un Didier Drogba président, il faut le pousser à le faire. Okay. C'est ça qui va nous amener à avoir des partenaires extérieurs crédibles, à présenter un football aussi crédible, parce que, justement, sa notoriété, sa capacité... Mais un seul bémol, il faut que beaucoup de gens pensent que le fait d'être ancien footballeur international, le fait d'être un Didier Drogba, et de facto être président de la fédération... Non, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ajouterais que avoir été un footballeur, parce qu'on parle de football, on ne parle pas de boxe. Dans la formation, que ce soit des joueurs, des entraîneurs, des arbitres, on a été aux côtés de cela. Quand vous êtes entraîneur, vous devez par exemple préparer une séance, c'est-à-dire que vous devez prendre en compte le nombre de joueurs, l'environnement, le matériel. Donc c'est une organisation, c'est un effort
de réflexion qu'on fait. Donc ce n'est plus les joueurs de football qui mettaient les shorts pour aller après vers le bureau. Donc je pense que Didier Drogba a fait une formation ou a passé des étapes en management pour pouvoir aller comme ça solliciter le suffrage des électeurs. Merci, donc merci. on lui donne sa chance. Je termine, je ne fais pas la campagne, mais je dis ce que je pense et ce qui est vrai, et ce qui devrait arriver dans tous nos pays aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas footballeur et puis on dit on va devenir comme ça manager ou dirigeant de fédération. C'est pas possible. Il y a des étapes. Et lorsque ces étapes-là sont passées avec succès et lorsqu'on a la compétence nécessaire, il faut amener les gens à pouvoir le faire. Vous votez Didier Moi, je Drogba. voterai Didier Drogba pour le football africain, pour le bien du football ivoirien. Merci beaucoup, monsieur. Nous sommes obligés d'aller très vite. À noter le décès de l'ex-international ivoirien Emmanuel Aka, qui soutenait Didier Drogba à la présidence de la FIFA. Et puis en image, quand même, regardez, Didier Drogba, c'est lui qui veut être président. Et il y a également l'autre candidat qui est Idriss Diallo, qui veut aussi être président. Donc vous voyez sur ces images. Et puis un petit mot sur le classement du championnat de la Côte d'Ivoire avec donc le Racing d'Abidjan qui est en tête devant San Pedro. Et troisième, la SEC, Valérie a cité ces équipes il y a quelques instants de cela. Je vous laisse regarder encore le classement provisoire pour l'instant de ce championnat ivoirien. Monsieur Valérie Ebé, vous êtes venu à plusieurs reprises ici et puis tiens, j'apprends en lisant les documents, les journaux que vous avez monté votre structure. C'est quoi exactement? C'est pour le football? Oui, on va dire il y a une partie football. Nous avons 3 minutes. Hein, oui, ne vous en faites pas. Ouais. Il y a une partie football, donc, et il y a une partie sport collectif, puisque bon, je fais dans les formations de dirigeants sportifs, président, secrétaire généraux de club, pour amener justement une administration, une gestion moderne aujourd'hui de ces clubs-là et les développer également, tout comme les présidents de ligue. Donc ça peut être ligue de basket, ligue de handball, ligue d'athlétisme, parce que je pense que le management n'a pas simplement un regard ou une spécificité du football, il y a une globalité. Et il faut dire aussi que vous avez occupé de hautes fonctions ministérielles. Oui, tout à fait. Donc je me suis servi de cette expérience-là lorsque j'ai occupé justement ces postes. J'ai été directeur technique national adjoint à la fédération, j'étais conseiller de ministre, je suis consultant dans les chaînes de télévision depuis une vingtaine d'années. Donc j'ai profité comme ça de toutes ces compétences, de tous ces savoirs que j'ai pu glaner ça et là pour monter ma structure et de pouvoir transmettre comme ça ma modeste expertise au monde du football. Comment venir vers vous, par exemple C'est très simple, à travers mon mail, valerieebe@yahoo.com et puis mon numéro de téléphone 06 01 28 19 14. J'aurai le plaisir, dès que je suis contacté, de relancer la personne pour avoir les informations qu'il souhaite avoir par rapport à la structure, aux prestations que nous offrons, que je dis, elles ne sont pas simplement dans le cadre du football, elles intègrent tout ce qu'il y a comme discipline sportive. Oui, alors vous dirigez les personnes vers quel secteur? Comment ça se passe? Bon, normalement, moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que... Vous enseignez déjà? Oui, donc je fais des formations pour les dirigeants, les directeurs techniques, comme je l'ai dit, dirigeants et cadres sportifs. Et puis, lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de la gestion de carrière des joueurs, j'ai des partenaires. J'ai signé un partenariat ce week-end avec une agence, Barat Sport Management, qui, elle, s'occupe de la détection et de la gestion de carrière des joueurs. Donc, dès que j'ai un joueur, un parent, un ami qui m'appelle, qui me sollicite, je le dirige vers ce partenaire-là qui, lui, a toutes les compétences, toutes les connaissances pour pouvoir véritablement apporter la solution qu'il faut par rapport à un besoin spécifique. Donc, c'est cela aussi que je fais par rapport aux formations des éducateurs sportifs, parce que j'ai un partenariat également avec l'amicale gabonaise des éducateurs sportifs qui, elle, également s'occupe, n'est-ce pas, de la formation des éducateurs U9, U11, U13. Et puis également, j'ai un autre partenaire qui, lui, est beaucoup plus global, qui s'occupe de tout ce qui est basket, handball, volley, athlétisme, parce qu'il a, lui, une formation dans ce cadre-là. Donc, j'ai essayé de m'entourer de plusieurs partenaires qui ont des spécificités qui leur sont bien propres. Alors, j'habite à Yaoundé, j'ai mon fils qui veut pratiquer un sport. Oui. Et on peut éventuellement appeler votre cabinet. Bien sûr. Vous nous rappelez 06 01 28 19 14, Valérie Ebé, ça c'est le numéro de téléphone. 06 01 28 19 14 et le mail Valérie
eb@yahoo.com. Merci Valérie pour toutes ces José. précisions. Fin de la deuxième partie de cette émission. À tout à l'heure pour la troisième et la fin. Le calendrier de la CAN, la proposition de la CAF, le CHAN, et puis la reprise des différents championnats en Europe. Et puis, en fin d'édition, nous parlons d'un confrère qui a disparu subitement. Et puis, nous parlons aussi de boxe dans cette émission de football. Nos invités, Lassana Camara, est toujours avec nous. Et il y a également Valérie Ebé, le football international, tout de suite pour vous. Et avant de parler de ce football international, sachez qu'Henri Bédimo a annoncé qu'il met un terme à sa carrière. Je ne saurais partir sans remercier entraîneur, bénévole, personnel et sans oublier mes chers supporters. Il a passé de mauvais moments quand même, surtout à Marseille, Henri Bédimo. À Marseille, mais il a passé des beaux moments à Montpellier. Il a été champion de France avec Montpellier. Henri Bédimo, il a fait pas une très grande carrière internationale, mais c'était un joueur qui était costaud sur le terrain, propre sur l'homme. On garde des beaux souvenirs de lui. Et puis le défenseur en provenance de Monaco, Kevin Doram, s'est blessé au tendon d'Achille lors d'une séance individuelle. Il est opéré mardi 16 juin et sera indisponible pendant au moins 6 mois. Je pense que le père doit souffrir. Hein. Il vit à Nantes. Déjà fait. Ouais, mais surtout qu'il y a eu le confinement. Et puis bon, là, on va dire, il est pas en confinement de 6 mois. C'est pas gai. Et en plus, tendon d'Achille, au-delà de la blessure physique, c'est psychologique. Donc j'espère qu'il va bien récupérer. C'est ce qui est arrivé. Tout ça. Il vient de signer, quoi. Il vient de signer, quoi. Il vient de signer. Il y a 2 semaines qu'il a signé. C'est très difficile, hein. Mais bon, on espère qu'il a les ressources pour pouvoir surmonter cela. Le président de la Confédération africaine de football, M. Ahmad Ahmad, avait évoqué le déroulement de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, prévu toujours l'hiver prochain au Cameroun. Un report n'est pas exclu, avait-il dit. Faisons le point avec Ashley Dupois et les commentaires sont assurés par Victoria Sedji. L'édition 2021 de la Coupe d'Afrique des Nations aura-t-elle lieu en dépit de la crise sanitaire mondiale? La question est sur toutes les lèvres dans le paysage footballistique africain. Si jusque-là, le président de la CAF, le malgache Ahmad Ahmad, était resté silencieux, dans un entretien avec le média allemand Deutsche Welle, ce dernier a exprimé son positionnement, celui de la patience. Face à une telle situation, j'estime que toutes les parties prenantes dans l'organisation de ces compétitions pourront se retrouver plus tard pour discuter et se concilier pour que l'on puisse ensemble trouver un moyen de reprendre ces compétitions. L'île Maurice, le Kenya, la Guinée, l'Angola, le Burkina Faso, l'Éthiopie, le Congo, le Libéria ou plus récemment le Niger, tous ont fait le choix d'annuler leurs activités footballistiques. Pour bon nombre de grandes voix du football africain, un report de cette grande messe du ballon rond est plus qu'envisageable. Ainsi, le choix de la patience du président de la CAF laisse plus d'un observateur dubitatif. On est dans le flou le plus total et pour dissiper ce flou, malheureusement, les États n'ont pas les informations suffisantes puisqu'on ne sait pas comment va évoluer l'épidémie. Et comme je le disais tantôt, malgré une amélioration, il y aura encore d'autres facteurs qui pourraient bloquer justement l'organisation de compétition et aussi le fait que même dans les endroits où on commence timidement à reprendre, si je prends le cas de l'Europe avec l'Allemagne, ce seront des matchs à huis clos. Donc au niveau financier, est-ce que ce sera tenable d'avoir une Coupe d'Afrique sans spectateurs dans les stades? Voilà, il y a d'autres questions encore qui vont se poser même après le déconfinement des pays et ça nous amènera très vraisemblablement jusqu'à la fin de l'année 2020. La Coupe d'Afrique des Nations est, si rien ne change, prévue du 9 janvier au 6 février 2021 au Cameroun. Compétition durant laquelle l'Algérie, tenante du titre depuis sa victoire face au Sénégal en 2019, est appelée à défendre son trophée. Je sais, Lassana, que vous avez beaucoup de relations avec la CAF. Que fait-on alors? Là, la CAF n'a pas tous les éléments en main parce que c'est une crise sanitaire mondiale, que pour voyager, pour faire un match de football, il faut pouvoir voyager. Donc, il y a pas. La CAF ouvre toutes les portes. Si on peut jouer à partir du mois d'octobre les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations,
il y a une forte possibilité que la CAN se joue au mois de janvier au Cameroun. Mais si on n'arrive pas à jouer au mois d'octobre, le report sera envisageable. Alors donc on remplace par le CHAN. Il y a des possibilités de remplacer par le CHAN, de mettre la CAN en 2022, mais toutes les possibilités sont sur la table parce que c'est très difficile. Le comité exécutif de la CAF aura décidé de tout ça, mais il y a une chose qui est exclue, c'est de jouer une CAN à huis clos. Il y a beaucoup de tableaux à voir et nous allons interroger justement Valérie. Il y a le groupe AA, vous allez voir les matchs sans doute qui vont s'afficher les prochains matchs. Et puis le classement probablement, donc sous le premier tableau, nous allons vous décrire exactement ce que vous allez avoir. Donc les derniers résultats et puis le classement. Donc nous allons enchaîner comme ça avec tous les tableaux, pendant que Valérie justement nous donne ses impressions sur ce qui arrive en ce moment, les difficultés de la CAF organisée. Mais déjà parce qu'elle est mondiale, cette crise. Donc ça veut dire que la CAF est tributaire de beaucoup de choses qu'elle ne maîtrise pas. Là, les championnats européens, parce qu'il y a plein de joueurs africains qui jouent en Europe, viennent à peine de reprendre dans les conditions que l'on sait. Certains championnats africains n'ont pas repris ou peinent à reprendre. Et en plus de cela, il y a 2 compétitions comme ça qui risquent de se chevaucher, c'est-à-dire que le CHAN et la Coupe d'Afrique des Nations, avec ce caillou dans le pied-là, que sont les éliminatoires qui ne sont pas terminés. Donc je crois qu'il faut aller progressivement déjà de regarder comment la situation elle évolue dans le monde et tout ça, la situation sanitaire bien évidemment. Et puis, le moment venu, je pense que ce que là, ça dit tout à l'heure, ce n'est pas à prendre à la légère, c'est de voir si en octobre, on peut boucler, n'est-ce pas, ces éliminatoires-là, pouvoir tenir un peu pour essayer de jouer peut-être en janvier ou en février ou en mars, parce que derrière, il faut jouer le CHAN, qui est important aussi pour la CAF, parce que c'est la compétition qui met en avant les talents qui sont sur le continent, et éviter, à mon avis, de faire en sorte qu'on se rapproche trop de 2022, parce qu'il y a la Coupe du Monde, il y a les éliminatoires, il y a les championnats qui vont revenir. Donc, il ne fait pas très très beau actuellement d'être au comité de la CAF, parce qu'il va falloir prendre la bonne décision. Hein, exactement. Et puis tous les stades sont quasiment prêts au Cameroun. Hein. Et tous les stades sont prêts au Cameroun. Le Cameroun est prêt pour la fête, mais il faut trouver l'occasion d'aller au Cameroun. Oui, exactement. Donc nous voyons le... Et il y a également un problème de pluviométrie au Cameroun. Parce qu'on l'avait déjà évoqué. Au mois de juin. Donc il y a ça aussi dont il faut tenir compte. Mais bon, on espère que la situation va se stabiliser et puis qu'on puisse retrouver des terrains avec du public. Exactement. En tout cas, les Camerounais attendent parce que je peux vous dire que le football au Cameroun est une religion. Ah oui, c'est une vraie religion. Messieurs, la FIFA et l'OMS unis pour sauver le football ont mis en place justement un espace de VADE-VECOM pour évaluer les risques liés au Covid. Les précisions de la rédaction signée Ange Bijou Noménio. La Fédération internationale de football association a confectionné un outil d'évaluation des risques pour faciliter la reprise des activités footballistiques en cette période de Covid-19. Dans cet outil est inclus une liste de mesures d'atténuation visant à réduire le risque global de propagation du Covid-19 par les rassemblements de masse ainsi que des consignes sur l'entraînement individuel et collectif des équipes de football. Il a été rédigé en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé. Parmi ces mesures, on retrouve un certain nombre de directives déjà relevées par l'OMS pour freiner la propagation du virus. Mais sur le plan footballistique, l'organisation onusienne recommande entre autres que tous les joueurs professionnels reprenant l'entraînement soient testés au Covid-19 afin d'instaurer et d'entretenir un climat de confiance au sein de l'équipe et dans son entourage. Le premier test doit être réalisé 72 heures avant la reprise des activités footballistiques afin d'éviter les faux négatifs. Le deuxième test doit être réalisé avant le début de la première séance d'entraînement. Les footballeurs sont encore testés chez eux ou dans les locaux de leur club par les médecins d'équipe dans le respect des procédures d'hygiène et des mesures de protection recommandées. Oui, Valérie, l'Europe a repris. Nous allons voir la carte justement du côté de l'Allemagne. C'est le Bayern qui est champion. On a repris aussi au Portugal, en Espagne, en Angleterre. Que pensez-vous ?
On est un peu jaloux là en Afrique. Oui, mais la situation n'est pas la même en Afrique qu'en Europe. Et puis, on va le dire aussi, l'organisation interne des clubs n'est pas la même. Mais ces clubs-là, et notamment les fédérations, et voire même les gouvernants ou les gouvernements, ont pris des décisions qui ont fait en sorte que progressivement, tout le monde soit sécurisé et que ces matchs, même si c'est à huis clos, mais puissent se jouer. Donc, je pense également que ce que l'OMS propose à la FIFA pour qu'elle le véhicule aux différentes fédérations me paraît totalement cohérent de dire, avant la reprise, que l'on teste les joueurs et qu'on les teste pas seulement parce qu'ils sont joueurs, mais parce que c'est des citoyens du monde. Donc, il n'y a pas que le football. Ils ont des familles, ils ont beaucoup de personnes qu'ils rencontrent. Je crois que c'est de bonne loi que tout ce monde-là qui gravite finalement autour des équipes soit sécurisé et que le football, je l'espère, puisse reprendre. Mais il est quand même important de souligner que rien ne vaut la santé. Donc, s'il y a des doutes, vaut mieux ne pas tenter le diable, comme on le dit, et d'attendre sagement. L'UEFA, nous allons voir aussi, donc finale à 8. Que pensez-vous, Lassana, vos commentaires justement avec tous les matchs qui vont se jouer après donc des huitièmes de finale retour qui ne sont pas des huitièmes de finale, mais des 16e de finale retour qui sont attendus. Il y aura donc les huitièmes de finale. Les huitièmes de finale retour plus les quarts de finale plus la fin de la compétition au Portugal, c'est une bonne idée de l'Union européenne. Oui, huitièmes de finale retour, c'est ça. Du 7 au 8. Ouais, une bonne idée de l'Union européenne de football. Ils ont trouvé la solution pour décaler parce que la finale normalement ça devrait se jouer en Turquie. Donc cette année ils vont le jouer au Portugal. L'année prochaine ça retourne en Turquie. C'est une très bonne idée, mais tout à l'heure, José disait que l'Afrique va être jalouse, c'est la France qui va être jalouse, le monde du football français, parce que le gouvernement français a pris une décision très hâtive que le championnat de France s'est arrêté. Du coup, le PSG, les joueurs du Paris Saint-Germain ont repris l'entraînement ce matin, mais les joueurs seront à court de compétition. S'ils trouvent des matchs amicaux contre des petits clubs, d'ici là, ça va être bien, mais ça va handicaper Lyon et le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Voilà, les quarts de finale donc de cette Ligue des Champions, 12, 13, 14 et 15 août, demi-finale 18 et 19 août et finale le 23 août. Messieurs, autre sujet sur Africa 24, ce sont les stars africaines du ballon rond qui s'engagent dans la campagne « Restons prudents pour l'Afrique ». Je vous laisse écouter et regarder ce sujet. Hashtag 19 Kickoffs Against Covid-19 est le nom du challenge lancé par la CAF pour lutter contre le Covid-19. Le défi qui se joue sur les réseaux sociaux est une manière pour l'organisation africaine d'encourager les gens à respecter les mesures barrières. Une initiative qui entre dans le cadre de la campagne « Restons prudents pour l'Afrique ». Dans cette campagne, on y voit des légendes du football africain qui invitent leurs pairs et tout le monde à participer au défi. L'idée consiste à enregistrer une vidéo en faisant 19 jongles et la partager ensuite sur les réseaux sociaux. À ce jour, les légendes du football africain Ahmed Hassan de l'Égypte, Perpetuan Kochoa du Nigeria, Joseph Yobo du Nigeria, Karim Agui de la Tunisie et Trésor Loualoua de la RD Congo ont déjà partagé leurs vidéos. Et avant de retrouver de nouveau nos invités dans quelques instants, un clin d'œil à notre confrère de Guadeloupe, Claude Seprika, décédé en ce mois de juin d'une crise cardiaque. Il avait 54 ans, donc il avait été sur sa terre ou ses terres d'origine. Il était récemment en Guinée, il y a 2 ans de cela, justement pour le congrès de la presse francophone. Ensuite, il est passé du côté du Maroc, donc un garçon qui était très, très, très attaché à la terre africaine. Voilà. Claude Seprika, originaire de la Guadeloupe. Alors, beaucoup d'amis de la chaîne Africa 24 sont partis, Pape Diouf, on l'a dit, ou encore Manu Dibango, et aussi Rolis Mabele, ou encore Mori Kente, et le docteur mauritanien Mohamed Mahmoud Oulma. Si vous allez sur le Facebook de notre ami Lassara Kamara, vous aurez tous les détails sur la disparition de ce docteur qui est ancien président du comité olympique donc de la Mauritanie. Et de la fédération. Et pour finir, avant de retrouver nos invités pour le mot de conclusion, le livre de Jean-Philippe Lustig. Regardez donc avec tous les grands boxeurs. C'est un superbe livre avec le premier boxeur sénégalais, Bating Siki,
champion du monde. Ensuite, vous voyez Joe Louis, qui a été reçu à la Maison-Blanche. Il y a aussi Henry Armstrong. Vous allez voir Mohamed Ali également, donc sur les images. Joe Froisier, qui quitte à l'école à 13 ans pour aller cultiver la terre avec son père. Agler, Léonard aussi, mais oui, de grands boxeurs. Mike Tyson. Il y a aussi James Buster Douglas qui avait mis KO Mike Tyson, souvenez-vous. Holyfield, Boer aussi. Et puis le dernier combat de Tyson, comme vous allez voir dans ce livre, il y a aussi George Foreman. Et puis pour terminer, le français que vous connaissez bien, Jean-Marc Mormec. Ce livre est un vrai laboratoire de grands champions blancs et noirs à se procurer. Le grand livre de la boxe signé Jean-Philippe Lustig. Le mot de la conclusion pour vous, M. Lassana Camara? Le mot de la conclusion, ça veut dire que la santé, on est content de se revoir. La santé avant tout, après le football viendra. Je pense que l'Afrique du football comprendra que avec cette crise-là, peut-être on trouvera des recettes pour un rebond du football africain. Et puis à noter que le boxeur angolais Francisco Moniz est décédé. Donc c'est un ancien boxeur angolais, Francisco Moniz. Monsieur Valérie Ebé, le mot de la fin pour vous, surtout que votre structure fonctionne très très bien, hein, surtout. Hein. Oui, tout à fait, qu'elle puisse notamment atteindre ses objectifs et apporter, comme je l'ai dit, sa contribution au développement non seulement du sport africain, mais dans le monde. Et surtout remercier Africa 24, puisque ça nous a permis de revenir sur ce plateau avec autant de bonheur et de joie à transmettre notre modeste expertise. Et on espère, comme tu sais le faire, José, nous inviter encore pour qu'on puisse échanger dans ces moments inoubliables. C'est avant tout la chaîne de l'Afrique et la chaîne du sport et de l'information. Du football africain, qui a beaucoup accompagné le football africain depuis un certain temps. L'Africa 24 est au centre, comme le ballon au centre. Mais exactement. Voilà, avec ces images donc, du livre de Jean-Philippe Lustig, La boxe, que j'adore aussi. Je ne sais pas pour vous, hein, mais moi j'adore. J'ai retransmis beaucoup de combats. Ouais. Et tout près du ring, et en plus c'est impressionnant. Moi j'adore, j'ai suivi les deux affrontements Joshua contre Ruiz qui avait battu Joshua à la surprise générale, et puis là Joshua qui est revenu pour lui donner une leçon de boxe, et puis malheureusement il a arrêté Floyd Mayweather, mais après bon il y a les Canelo qui sont pas mal aussi, et puis qui sont actuellement avec Lomachenko, de très très bons boxeurs. Moi j'adore bien. Donc vous êtes un connaisseur. Messieurs, merci d'être venus, voilà, pour nos téléspectateurs. Merci d'avoir suivi cette émission. Restez avec nous sur Africa 24 dans quelques instants. Un nouveau journal là, sur votre chaîne. À très vite. Salut.